Eh bien, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire d'une série de deux concernant les maladies du foie, qui a été organisé en collaboration avec le CELVA, qui se présentera dans la suite de l'intervention. Quelques petits rappels. La réunion est enregistrée. Elle sera diffusée en replay sur la chaîne YouTube de l'Espace Ressources. On vous mettra un mail avec du coup le lien pour pouvoir la revisionner. Par avance, on vous remercie donc de couper les micros s'il y en a qui les ont remis pour éviter les échos, de couper les caméras si vous ne souhaitez pas apparaître sur la visio, et puis de vous renommer aussi afin qu'on vous reconnaisse et qu'on puisse vous réadmettre en cas de déconnexion. Vous avez un petit mot dans le chat aussi. Il y aura des questions qui seront, un temps de questions sera dédié à la fin de l'intervention. N'hésitez pas à remettre dans le chat vos questions. On sera très attentif hein, et puis on s'en fera le relais si vous avez peur d'oublier au fur et à mesure. Et puis à la fin, bien sûr, pour qu'on s'entende, levez la main pour poser vos questions au fur et à mesure. De fait, pour cette heure et demie qu'on va passer ensemble, hein, vous aurez une présentation du CELVA par Frédéric Chaffré sur le rôle aussi des professionnels de santé dans le dépistage et la place de l'UTP dans la maladie du foie. On aura une intervention de Maud Royan sur le B.A.B.A., tout ce qu'il faut savoir, est-ce que vous aurez jamais osé poser comme question sur le foie. Du dépistage à l'autonomie du patient au travers de l'ETP par les deux infirmières du CELVA en ETP, Karine Villemé et Suzanne Ludwig, et tout ce que vous aurez aussi à savoir sur la prise en charge diététique en UTP par Camille Desflers, et une conclusion par le docteur Maud Royan. Et ensuite, un échange ensemble. Donc, je vais passer la parole de suite pour la première partie. Oui, à Frédéric. Je te laisse la parole. Et impeccable. Merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup, du coup, à l'Espace Ressources pour l'organisation, à la co-organisation de ce webinaire sur le foie. Et merci à tous d'avoir répondu présent. Il y a beaucoup d'inscrits. C'est très, très bien. On est heureux de pouvoir partager avec vous ces éléments. Alors, je vais vous présenter vite fait le CELVA, à qui on est, parce que certains doivent se dire, mais qui c'est qui organise avec l'Espace Ressources? Beaucoup connaissent l'Espace Ressources, c'est pas le CELVA. Donc, la slide, c'est toi qui gères les slides, hein, je crois. Oui, Ok, donc slide je suivante, tente. du coup. Je tente parce que du coup, je pense que naturellement, ça ne peut pas fonctionner comme on veut. OK, voilà. Voilà, super, génial. Donc, le CELVA, c'est le service expert de lutte contre les hépatites virales d'Alsace. On est centre de référence sur les hépatites virales basé à Strasbourg. Voilà, on a un certain nombre de missions d'intérêt général, de coordination des acteurs du soin et de la prévention, de veille sanitaire épidémiologique, de prévention, de soins, de mobilité, d'aller vers les populations les plus vulnérables notamment, de formation, pour lequel on se retrouve notamment aujourd'hui, et une mission de recherche clinique. On a une équipe pluridisciplinaire composée de 11 collaborateurs, médecins, spécialistes du foie, médecins généralistes, médecins psychiatres addictologues, infirmières, assistantes sociales, diététiciennes. Voilà, donc certains sont là du coup autour de la table aujourd'hui pour la présentation, et je les remercie d'ailleurs d'être avec nous et tous mobilisés. Et on a un certain nombre d'organisations, de travail avec la médecine générale, de réseau ville-hôpital. On a une équipe mobile des maladies du foie avec un camion que vous voyez sur l'écran, voilà, qui se déplace partout en Alsace pour dépister donc les hépatites virales et plus largement les maladies du foie et la fibrose du foie. Donc il va être question très largement aujourd'hui sur l'accompagnement, sur le dépistage et l'accompagnement des patients. Voilà, et tout ça pour dire on est en train de développer aussi dans le cadre de de ce webinaire un programme qui s'appelle FibroMAF, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a pour but le dépistage de la fibrose sévère du foie et donc la prévention du cancer du foie avec tous les aspects dont va vous présenter le docteur Royan après sur les aspects viraux, alcooliques et métaboliques notamment qui vous intéressent. Voilà. Merci à vous et donc slide suivante, juste pour une petite, je crois qu'il y a une petite slide d'autopromo Oui, qui peut aussi vous intéresser, mais il faut que j'arrive à la slide après. ouais. Alors attends, juste, je remets, parce que du coup, ah,
Hop. Donc, voilà, juste pour vous dire qu'effectivement, depuis 2009, on travaille sur les addictions à la psychiatrie et on a un diplôme interuniversitaire Strasbourg-Nancy qui existe, voilà, addiction, psychiatrie et maladie du foie, voilà, qui est sur 1 an en lien avec le pôle psychiatrie santé mentale de l'hôpital de Strasbourg et notamment le CHRU de Nancy également. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé par ces thématiques et avoir ces spécificités. Plus d'infos sur notre site internet ou sur fibromaf.fr. Voilà, du coup, je passe la parole du coup au docteur Royan, qui est du coup, je pense, voilà, pour vous parler du b.a.-ba sur les maladies du foie. Docteur Royan, voilà, on tourne la caméra. C'est pour vous. Alors bonjour tout le monde. Donc moi j'ai un poste un peu particulier. Je suis praticien hospitalier, mais je suis médecin généraliste comme certains d'entre vous connectés aujourd'hui. Et je suis médecin généraliste du coup en hôpital avec cette particularité de travailler au service de lutte contre les hépatites virales. Pourquoi? Parce que c'est une interface qui permet vraiment d'avoir un pont entre la ville et l'hôpital, entre les praticiens aussi qui seraient en hospitalier mais qui ont des questions plus générales. Et parce que le foie, vous allez le comprendre, c'est un organe qui est quelque part un peu qui cristallise toutes les problématiques de santé qu'on peut avoir. Donc, c'est intéressant d'avoir cette valence-là de médecine générale dans une équipe qui s'occupe du foie. Voilà. Donc, la suivante, s'il te plaît, Catherine. Oui, je pense que je ne vais pas le mettre en diaporama parce que du coup, il Pareil. bloque. Désolée pour ce problème technique qui ne saurait perdurer. Hop. On est OK. Voilà. Je vais la mettre en plus grand. Ouais, je pense. Est-ce que c'est bon pour Maud? Ouais, c'est juste. Je te la mets un tout petit peu plus grande. Ouais, je pense. Alors, le contexte du foie. Pourquoi est-ce qu'on vous propose aujourd'hui un focus sur le foie? Juste parce que c'est un vrai paradoxe en fait en santé publique. La situation locale dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin est alarmante. La situation nationale aussi, mais la nôtre plus particulièrement. Vous voyez les chiffres sur le tableau qui est à côté. Les prévalences en fait dans nos départements sont plus 13%, donc 13% supérieurs à ce qu'il y a dans les autres départements. Donc en gros, en termes de cancer du foie, nous sommes beaucoup plus exposés. Alors, la raison, elles sont certainement nombreuses, mais en tout cas, c'est un fait qui nous a été démontré par les chiffres de l'Agence régionale de santé. En Alsace, on parle de 1300 décès par an liés à un CHC, un carcinome hépatocellulaire, qui est la lésion en fait primitive du foie. Donc là, je parle bien de primitive du foie. Je ne vous parle pas d'autres cancers qui seraient métastasés au foie. On parle vraiment du cancer du foie. Ce qui fait que la prévalence de la mortalité du cancer du foie en Alsace, dans nos départements alsaciens, est bien supérieure à la moyenne nationale. Et petit fait alarmant pour nous les femmes, elle est plus 35% supérieure à celle qu'il y a au national. Finalement, c'est un cancer dont on parle peu. Je pense que vous avez tous entendu parler du cancer colorectal, du cancer du col de l'utérus, mais c'est vrai que le cancer du foie reste une lésion dont on parle peu. C'est donc responsable, cette lésion est responsable de 500 000 à 1 million de décès par an et elle se place à la 3e place des causes de décès dans le monde. Et en France, on parle de 8 000 décès par an. Et la source, c'est vraiment justement ce qu'on nous a donné, la dernière réunion d'hépatite qui concernait justement les maladies du foie à la FEF, qui s'occupe justement de colliger en fait tous ces chiffres. Donc c'est quand même assez inquiétant. Merci. Alors, on va parler de la lésion primitive de ce CHC. En fait, ce CHC, il a une origine, une genèse. La genèse, c'est une lésion hépatique initiale qui s'appelle la fibrose. Alors, beaucoup de médecins vont être aguerris à ce terme, mais qu'est-ce que c'est la fibrose hépatique? Pourquoi, en fait, c'est un enjeu? C'est un enjeu parce que c'est une lésion qui peut donner un carcinome hépatocellulaire, mais c'est aussi un enjeu parce qu'elle est réversible potentiellement. Et ça, c'est important de le comprendre, ce qui montre pourquoi l'ETP va avoir tout son intérêt. Alors, une fibrose du foie, c'est quoi? C'est une maladie qui évolue de manière chronique sur une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'années. Elle est lente, mais surtout, elle est silencieuse. Elle est très peu symptomatique. On dit en médecine, elle est paucisymptomatique. Donc, elle ne va pas donner de signes au patient tout de suite dans ses lésions initiales. Elle va donner qu'à son stade qui est vraiment déjà très évolué. Donc, vous voyez les images, sur l'image de gauche, vous avez les fibroses de F1
à F4. Il y a donc 4 stades d'évolution. Celui qui va être le plus, on va dire le plus parlant, celui qui va déjà donner des signes aux patients, c'est le stade F4 qui est le stade de cirrhose. Et vous voyez ensuite le foie, l'histologie du foie est sur votre gauche et vous voyez les lésions macroscopiques sur votre droite. Donc un foie en bonne santé qui est tout lisse, tout mou, tout élastique et un foie qui a un carcinome ou qui est déjà dysmorphique au fur et à mesure de l'évolution. Donc comme c'est réversible, tant qu'on est au stade F0, F1, F2, F3, on peut revenir en arrière. Finalement, il y a un rôle central du dépistage des maladies du foie et de l'ETP pour prévenir l'évolution vers une lésion qui serait cancéreuse. Merci. Alors, vous allez me dire comment on dépiste et comment on va diagnostiquer cette fibrose? Si elle n'est pas parlante, si on ne la voit pas, si le patient ne sent rien, comment est-ce qu'on va faire? Bah déjà, il faut qu'on dépiste en fait les maladies qui sont à l'origine, les principales étiologies de cette fibrose. Donc, il faut déjà connaître les étiologies. Quelles sont-elles? Vous le voyez, hein, c'est une image que l'on a créée avec l'association SOS Hépatite il y a de ça déjà 5 ans, pour que les patients et les acteurs de santé puissent comprendre d'où viennent les maladies principales du foie. Donc, vous voyez, hein, il y a les 4 causes principales qui sont dessinées sur votre gauche. L'alcool, bien sûr, que vous connaissez tous, hein, parce que ça, on va dire dans l'inconscient collectif, on y pense, alcool et foie. Les causes virales, donc quand on dit virales, ce sont les maladies hépatiques virales chroniques, hépatite B, hépatite C et hépatite D, delta. Donc c'est une hépatite qui peut venir très souvent avec l'hépatite B, conjointement. L'alimentation, alors ça, on en parle un peu plus depuis les dernières 10 années, mais c'était très méconnu. Donc, ce qu'on appelle le foie gras ou le foie du soda, donc alimentation très grasse, fast-food, hein, soda, beaucoup de sucre, et puis sédentarité, donc tous nos modes de vie qui sont en cause dans les lésions hépatiques. Et ensuite, il y a les médicaments. Alors, vous savez qu'il y a certains médicaments, comme le Doliprane, tout simplement, qui peuvent impacter sur le foie à haute dose ou à des posologies qui ne sont pas recommandées. Mais il y en a bien d'autres, hein, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est pour vous donner les 4 causes principales. Donc, tout ça, ça montre que en fait, une hépatopathie liée à une de ces causes, c'est un facteur de risque, en fait, potentiel pour une maladie du foie. Donc, le risque principal dont on va parler aujourd'hui, c'est la maladie du foie gras. La maladie du foie gras, vous avez sa genèse sur la droite de cette diapo. Donc, ça commence par des cellules qui sont pleines de graisse et qui ballonnent. Donc, c'est le ballonning. C'est vraiment la lésion principale, c'est le ballonning. Qu'est-ce qu'elles vont faire ces cellules une fois qu'elles sont très très grosses, comme un ballon de baudruche, et qu'elles sont remplies de graisse ou de sucre qui a été transformé en graisse? Eh bien, ces cellules, elles vont être en apoptose. Ça veut dire elles vont disparaître, elles vont mourir à cause de ce trop plein de graisse dont elles ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qui va se passer? Le tissu va devenir inflammatoire. De cette inflammation vont naître des cicatrices qui sont la lésion de la fibrose. Donc, vous voyez comment on peut arriver de la stéatose, un foie gras chargé en graisse, à la fibrose en passant par ce ballonning et cette inflammation. Et ensuite, il y a toutes les phases de la fibrose qu'on vient de voir précédemment. On passe du stade 1 au stade 2, au stade 3, au stade 4, jusqu'à la cirrhose. Donc oui, beaucoup de gras, beaucoup de sucre peut entraîner une maladie potentiellement grave du foie jusqu'à un carcinome hépatocellulaire. Je vais prendre la diapo suivante. Alors, pourquoi il est question du foie et de la fibrose? Beaucoup de personnes qui sont atteintes de stéatose ou de fibrose du foie pour cause de stéatose, de maladie du foie gras, vont mourir d'abord d'une problématique cardiaque. En fait, si le foie est plein et rempli de graisse, eh bien, c'est pareil pour tous les autres systèmes du corps, y compris le système artériel, le système cardiovasculaire. Donc, quelqu'un chez qui on dépisterait une stéatose est potentiellement déjà un patient avec un risque cardiovasculaire. Donc, dépister une fibrose hépatique, c'est aussi un enjeu cardiovasculaire, quelque part, lorsqu'elle est liée à un foie gras. Comment on va dépister? Alors, on essaye depuis un certain nombre d'années d'être de moins en moins invasif. Alors, invasif, ça veut dire qu'avant, pour dépister une fibrose, il fallait piquer dans le foie. On regarde au microscope, ça s'appelait la fameuse ponction biopsie hépatique que certains patients ont connue à l'époque. Depuis quelque temps, on développe des méthodes non invasives. On passe par la biologie, tout simplement. Alors, le bilan hépatique tout court ne permet pas forcément de dépister une fibrose parce qu'il peut ne pas être parlant. Par contre, si on utilise une formule qui s'appelle le FIB4, que vous voyez sur la gauche de la diapo, où il y a l'âge qui est intégré, les transaminases, le nombre de plaquettes, on peut calculer un score qui est dit prédictif. C'est-à-dire que vous n'allez pas savoir s'il y a fibrose ou s'il n'y a pas de fibrose, mais c'est un score prédictif.
Alors, prédictive, pourquoi? Parce qu'elle a une très bonne valeur prédictive négative. En gros, si ce score est très inférieur à 0,67, on dit qu'il y a vraiment très très peu de risques que votre patient soit fibrosé du foie, ou du moins qu'il ait une fibrose avancée. Par contre, s'il est supérieur à 2,67, là, on est presque sûr, pas à 100%, mais qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors après, on va suivre tout un process justement pour essayer de déterminer de quoi il en relève. Puis vous avez la zone grise, celle où le patient va avoir un score entre 1,3 et 2,67. Si vous avez un patient qui a déjà un haut potentiel de risque cardiovasculaire, typiquement les patients que vous connaissez en ETP, des patients qui vont avoir déjà un diabète, une obésité, là, ce score ne va plus être une zone grise. Ça va presque être équivalent à la zone rouge, c'est-à-dire qu'il faut commencer en fait un dépistage de la fibrose du foie et pas juste les surveiller. Comment on va procéder pour ensuite être sûr qu'il y a quelque chose ou pas, que le foie est fibrosé ou pas? On va utiliser une autre méthode non invasive qui s'appelle l'élastométrie. L'appareil qui la mesure s'appelle le fibroscan. Vous allez en entendre parler, donc fibro comme fibrose, hein, et scan parce qu'on regarde, on scanographie. Alors c'est un mauvais terme, hein, scanographie, c'est pas vraiment ça qui est utilisé. On utilise une onde en fait qui est envoyée dans le foie et cette onde en fait, ben, elle va refléter par son aller-retour le tissu hépatique, sa qualité. S'il est très élastique, la valeur va être très petite, elle va aller doucement. Par contre, s'il est très très induré, déjà dysmorphique, le reflet va se faire, l'aller-retour va se faire très rapidement. Donc, ça va se calculer, se traduire en kilopascal. Donc, une valeur qui est supérieure à 8 kilopascal, avec un FIB4 positif, nous indique qu'il y a certainement une fibrose qui est là. Vous voyez, hein, sur la petite image, c'est un examen qui se réalise quasiment comme une échographie, c'est-à-dire il y a du gel, il y a une sonde, ça ne fait absolument pas mal, c'est indolore. Ça nécessite en revanche que le patient soit bien à jeun depuis 2 heures sûres, 3 heures c'est le mieux, mais 2 heures sûres, qu'il n'ait pas consommé de sucre, de graisse, et cetera, pour qu'on évalue bien sûr, de manière objective la fonction du foie et son tissu. Sinon, il est en train de travailler, donc on aura des fausses mesures. Donc voilà, FIB4, FibroScan sont 2 techniques non invasives pour permettre de regarder justement si le foie a une fibrose ou pas. Donc voilà comment on objective l'existence d'une fibrose par des examens qui sont relativement simples. Le fibroscan petit bémol n'est pas réalisable partout, il n'est pas réalisable notamment dans un laboratoire, dans un centre qui réalise des échographies par exemple, si telle est votre question. Donc pour l'instant, il existe dans des centres hospitaliers et certaines équipes mobiles comme la nôtre qui en disposent également. En revanche, le FIB4, réalisable par n'importe quel professionnel de santé qui a accès à un bilan ou par le patient lui-même s'il souhaite calculer son score de fibrose. Diapo suivante. Nous passons donc à comment dépister et comment rendre le patient autonome à travers l'ETP et le rôle de l'ETP dans cette fibrose du foie, notamment dans la fibrose liée au foie gras. Karine, à toi la parole. Très bien. Bonjour à tous. Donc, Karine Wiedemer, je suis infirmière donc au CSA. Je m'occupe de l'éducation thérapeutique du patient, entre autres. Voilà, donc nous allons un petit peu voir tous les signes, en fait, tout ce que nous, on peut, au niveau infirmière, avoir comme signe d'alerte pour pouvoir ensuite pouvoir dispatcher aux différents autres acteurs avec qui on travaille pour prendre en soin au mieux le patient. Donc nous, nos séances, tout d'abord, elles se déroulent en séance individuelle. On ne fait pas de séance en groupe, c'est compliqué avec la population qu'on a nous ici. Donc tout se fait en individuel. Donc on va, au travers de ces séances, on va avoir plusieurs choses sur lesquelles on va pouvoir nous intervenir et regarder. On va voir d'abord, on va s'occuper des prises de paramètres physiques, hein. On va pouvoir nous prendre le poids, la taille, faire l'IMC. On va mesurer le tour de taille, par exemple. Ça nous donne une indication donc, sur le syndrome métabolique. On va faire une prise de tension. Voilà, ça c'est vraiment les paramètres de base que nous, on peut avoir et qui peuvent déjà nous donner quelques indications pour le suivi du patient. On va examiner un petit peu, nous, les différents examens. Donc, il y a les examens biologiques. On va pouvoir regarder, alors toujours avec le patient, hein, c'est des choses qu'on fait avec lui.
On va regarder le bilan hépatique, on va regarder la sérologie, la charge virale, notamment pour les hépatites, quand c'est des patients suivis pour ceci. On va regarder les plaquettes, on va pouvoir voir aussi au niveau des bilans lipidiques pour la stéatose. On regarde aussi quand il y a lieu l'index OMA, qui va nous donner une indication sur la résistance à l'insuline. On va regarder aussi les bilans glycémiques avec la glycémie à jeun et l'HbA1c et le fameux FIB4 dont vous a parlé Dr Royan avant. Donc ça, c'est des premiers examens biologiques. On va regarder ensuite les examens radiologiques. On va pouvoir voir avec le patient son échographie pour voir un petit peu, on va pouvoir lui expliquer un petit peu par rapport à l'aspect de son foie, l'homogénéité, les signes d'hypertension portale. On va voir s'il y a aussi, on nous indique toujours s'il y a une absence de CHC. Donc, on va pouvoir un petit peu regarder tout ça avec lui expliquer. On va regarder aussi tout ce qui est examen d'orientation. Donc, on va faire le fibroscan. On va pouvoir regarder avec lui expliquer l'examen. Où on va voir donc le stade de fibrose, comme vous a expliqué Dr Royan, et on va voir aussi le stade de stéatose. Donc ça, c'est pratiqué chez nous au CELVA, on le fait. C'est un examen que nous faisons nous-mêmes. C'est un examen qui est fait par délégation, un examen qui est médical à la base, mais qui est fait par délégation. Donc nous sommes formés, toutes les infirmières du CELVA. Et donc, c'est nous qui pratiquons ça avec donc, les patients et ça nous permet d'avoir du coup les résultats en direct. Du coup, on discute aussi avec le patient sur, on fait un petit point sur l'hygiène alimentaire, les différentes consommations. Alors, c'est un petit point général. C'est pas nous qui allons rentrer dans le détail, mais on voit déjà un petit peu avec lui ses habitudes de vie et s'il a un peu d'activité physique aussi. Donc tout ça, c'est des points sur lesquels on peut avoir pas mal d'indications pour la suite de la prise en charge. Par rapport à tout ça, ça va nous permettre d'éviter un petit peu les ruptures aussi de parcours. Le fait que nous, on intègre toutes ces choses déjà avec eux. Ça va nous permettre aussi du coup on va s'assurer d'abord aussi dans un premier temps quand on les voit de l'ouverture de leurs droits et notamment aussi de l'ALD. Ça va nous permettre de voir s'ils ont des problématiques à ce niveau-là. En général, ils nous en parlent assez facilement, hein, ça vient très rapidement quand on en discute avec eux. Donc, ce qui nous permettra de voir s'il y a une problématique à ce niveau-là, ça nous permettra de pouvoir rediriger vers l'assistante sociale avec qui on travaille pour qu'elle puisse en parallèle les prendre en charge et gérer un petit peu toute cette partie-là. On va pouvoir nous s'assurer aussi de l'observance de leurs différents examens et de leurs rendez-vous. On fait toujours un point avec eux en début de séance pour être sûr qu'ils connaissent bien leur rendez-vous, les examens qu'ils ont à faire, etc. On va pouvoir, du coup, nous, dans un second temps, informer le médecin s'il y a nécessité. Qu'on voit qu'il y a un souci par rapport, par exemple, aux ordonnances. Ils ont perdu leurs ordonnances, on s'aperçoit qu'il manque quelque chose, problème au niveau du rendez-vous, une problématique relevée par rapport aux résultats des différents examens. Nous, ça va nous permettre, du coup, de faire le lien avec le médecin et de pouvoir lui donner les indications de ce qui ne va pas. Et par exemple, je pense notamment, par exemple, pour les rendez-vous, quand on voit au niveau des examens qu'il y a un examen qui, notamment pour les hépatites, par exemple, où le bilan n'est pas bon et d'un seul coup, la charge virale va monter énormément ou des choses comme ça, on va l'indiquer au médecin, on va voir avec le médecin si par rapport à son prochain rendez-vous, est-ce que c'est OK, on maintient la date, est-ce que le médecin veut avancer le rendez-vous parce qu'il y a de nouveau une grosse problématique et qu'il faut prendre en charge plus rapidement. Voilà, tout ça sont des petites choses sur lesquelles nous, du coup, on a notre plein rôle pour pouvoir que le patient soit au mieux pris en charge.
On a créé, nous, au niveau du SELVA, des parcours un petit peu spécifiques, notamment avec la PASS, la permanence d'accès aux soins de santé hospitalière, avec qui nous travaillons. Donc, on a notre équipe mobile qui va régulièrement directement à la PASS, hein, avec le camion. Et en fait, les médecins de la PASS vont leur adresser, donc à mes collègues, des patients, notamment beaucoup au départ, on part sur le terrain viral. Et du coup, il y a un médecin, ma collègue infirmière et l'assistante sociale qui sont là, qui vont rencontrer le patient et qui vont faire les premières, ils vont faire fibroscan, ils vont faire un premier questionnaire, un petit peu première prise en charge pour faire le point avec le patient. Et ensuite, ils vont nous être adressés, ces patients-là, en ETP, puisque c'est des patients qui n'auront pas de droit encore pour la plupart. Donc, nous, on va les prendre en relais d'ETP en attendant qu'ils puissent avoir leurs droits et qu'ils puissent être remis du coup dans le parcours, dans la boucle du soin avec la consultation médicale, les différents examens à faire. Et ça va permettre du coup de ne pas les perdre en fait, parce que c'est des patients qui peuvent être du coup très vite perdus. Voilà, et nous avons aussi créé une transition, on va dire, avec les jeunes majeurs. On travaille avec la pédiatrie de Haute-Pierre, un médecin gastro de Haute-Pierre, qui va nous envoyer, en fait, qui elle suit donc les mineurs et qui va, quand arrive l'âge de la majorité, va nous les envoyer et nous, on va faire le relais. Donc pareil, au départ, au travers de l'ETP, et nos médecins ici vont ensuite prendre le relais au niveau du suivi. Voilà. Diapo suivante. Dame va prendre le relais. Voilà, donc moi c'est Suzanne, je suis aussi infirmière au SELVA. Et donc au moment de TP, nous il y a quand même 5 modules qui ont été créés. Donc suivant l'orientation du patient ou ce qu'on a besoin pour eux, et on a un module VHB, VHC, le foie trinque, cirrhose et CHC et stéatose hépatique. Voilà, donc tous nos entretiens, tous nos rendez-vous avec les patients se font bien sûr avec leur consentement. Il y a des patients, ils arrivent chez nous une première fois et parfois ils ne sont pas d'accord de continuer à faire de TP. Donc voilà, c'est toujours un consentement signé entre le patient et l'infirmière. Alors ce qu'on fait vraiment avec eux, ce qu'on essaye d'aborder, c'est d'essayer qu'ils soient autonomes dans leur suivi déjà. C'est quand même des patients qui, certains sont à la rue, certains sont vraiment des patients précaires. Donc déjà, c'est de leur faire comprendre et de connaître leurs rendez-vous, les examens qu'ils ont à faire, la périodicité, s'ils ont fait leur prise de sang, s'ils ont ramené leurs documents, parce qu'on essaye vraiment de leur donner à chaque fois des pochettes, on leur met les rendez-vous dans le téléphone pour bien leur faire comprendre de ne pas oublier les rendez-vous, parce que nos délais sont assez longs, ça peut mettre 3 à 4 mois pour avoir un premier rendez-vous de TP, donc c'est des fois dommage quand ils ne viennent pas au rendez-vous. Ensuite, on essaye de les autonomiser dans la lecture de leur bilan sanguin, parce que quand ils font leur bilan sanguin, souvent ils ne savent pas quoi regarder dessus. Où est-ce qu'ils en sont, point de vue leur charge virale, par exemple, point de vue leur bilan hépatique. Donc, on leur apprend à vraiment bien pouvoir voir si la charge virale est toujours stable, si elle augmente. On essaye de voir un petit peu aussi de les rendre autonomes dans leur hygiène de vie. C'est des fois très compliqué, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mangent beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, beaucoup de boissons, des sodas, tout ça. Donc on essaye de leur faire comprendre que c'est pas très bon et que c'est déjà ça peut avoir un impact sur leur foie. Et on discute avec eux aussi de leur activité physique pour qu'ils ne restent pas trop sédentaires. Après, on a une grande chance, point de vue accompagnement, on a une patiente experte qui vient avec nous une fois par mois. Et donc,
comme c'est une patiente experte, a ou avait la maladie, donc c'est très bien des fois entre patients de discuter de la maladie. Souvent, ils arrivent plus à parler de certaines choses qu'avec nous en tant qu'infirmières. On a aussi l'avantage d'avoir des relais d'associations. Il y a SOS Hépatite, donc ils peuvent aller là-bas pour avoir plus de renseignements, pour être aidés. On les envoie aussi au Resto du Cœur quand ils n'ont pas assez pour aller manger. On les envoie dans des centres où ils peuvent prendre une douche, où ils peuvent avoir un repas par jour. Voilà, c'est vraiment, on essaie de les autonomiser et de les accompagner au maximum. Ce qui est aussi important, on les accompagne dans la compréhension de la maladie parce que souvent pour eux, c'est quelque chose des fois qu'ils connaissent même pas. Ils se disent pourquoi ça c'est voilà, ils connaissent pas les modes de transmission, ils connaissent rien du tout. Donc on est vraiment là pour les accompagner pour connaître leur maladie. On les accompagne aussi dans une notion de prévention on aborde les choses pour que leur famille soit au courant, enfin que eux en parlent à leur famille, que eux fassent dépister leur entourage. S'ils sont dépistés et qu'ils ne sont pas vaccinés, on leur conseille de se faire vacciner. Après, tout ça, voilà, ça peut être des séances qui durent très longtemps. Après tout ça, on peut, suivant les problématiques, on peut les orienter vers la diététicienne, le psychiatre addictologue, le médecin, l'assistante sociale, les associations. Voilà. Merci Suzanne. Du coup, je crois que vous avez un petit cas clinique, deux cas cliniques, voilà, pour imaginer un peu déjà tout ce qui vient de vous être dit. Voilà, donc on va aborder le premier cas clinique, c'est juste des petits exemples un petit peu de patients qu'on a eu. Donc on a eu un monsieur de 34 ans, originaire d'Inde, qui était donc séparé et qui avait 2 enfants, qui était en hébergement d'urgence. Et en fait, ce monsieur, il avait été dépisté par donc notre équipe mobile, justement. C'était fin 2023. Et ce monsieur, il avait été découvert une MASH débutante sur un terrain d'exogénose, donc d'alcoolisme, et une obésité avec une fibrose débutante. Donc, il y avait déjà pas mal de choses déjà présentes. Et donc, nous, il avait été dépisté fin 2023 et début février 2024. Donc, nous le recevons pour une première fois en éducation thérapeutique. Et suite donc à toutes ces problématiques, on a proposé une consultation diététique aux patients au vu de tout ce qu'il y avait des résultats et tout ça. On s'est dit c'est peut-être bien qu'il soit suivi quand même par Camille, notre diététicienne. Au vu de il y avait l'obésité, le bilan sanguin qui était très perturbé, il y avait déjà la stéatose, déjà une fibrose qui était installée, donc ça avait tout son importance qu'il soit suivi. Donc pareil, alors toujours en accord avec le patient, hein, c'est des discussions avant de pouvoir mettre les choses en place, on leur demande toujours leur avis, tout en essayant de les inciter en positivant les choses, en disant que c'est vraiment pour les aider et pour vraiment les accompagner. Donc il a vu Camille. On lui a proposé aussi une consultation avec notre médecin addictologue. On a la chance d'avoir avec nous une médecin qui est là, donc on peut aussi les envoyer la voir pour une prise en charge au niveau addictologie et qu'elle fasse le point avec eux. Donc ce patient avait accepté toute la prise en charge. C'est un monsieur qui avait des gros soucis au niveau de la consommation, notamment d'alcool, malgré il avait fait cure. Il avait été suivi au XAPA, il avait arrêté son suivi, donc tout ça me disait un petit peu, ce serait peut-être bien de pouvoir quand même reprendre quelque chose. Et donc, il a été pris en charge par tout le monde. Et nous avons fait de notre côté quand même un suivi ETP aussi, juste pour lui rappeler, enfin juste, ça a son importance aussi, mais nous, on a pris un petit peu le côté suivi des rendez-vous, ses examens à faire. On sentait qu'il avait besoin d'être accompagné par rapport à tout ça. Il avait du mal de lui-même à vraiment se prendre en charge complètement. Donc nous, on est resté
en parallèle un petit peu pour faire ses rappels de rendez-vous, être sûr qu'il fait bien ses examens, faire le point avec lui à chaque fois. On a fait un petit peu donc de réduction des risques par rapport à son poids. On lui a expliqué la fibrose, ce que c'était au travers du fibroscan. Et on lui a donné pas mal d'informations sur la vaccination du VHB notamment, puisqu'il n'était pas vacciné à l'époque. Voilà, donc ça nous donne un petit peu une petite idée de toute la prise en charge qui a été faite pour lui. Et donc, ça a été un suivi au long cours. Ce monsieur, on le voit toujours. Donc, vous voyez, depuis début 2024, on le suit toujours parce que ce monsieur est assez fluctuant. C'est difficile pour lui, donc on continue à suivre tant qu'il a besoin. La slide suivante, s'il te plaît. Ah, pardon, oui, désolé. Oui. Voilà. Oui. On peut continuer quand même. Donc, ce monsieur a toujours des difficultés par rapport à son hygiène alimentaire, c'est toujours un petit peu compliqué. Réduire sa consommation d'alcool, par exemple, il fait un petit peu le yo-yo, on va dire. On avance, on recule, c'est normal, donc on ne le lâche pas. Et il avait une période, il avait arrêté un petit peu son suivi diététique. On pensait que ça allait, il se prenait mieux en charge. Et puis finalement, de nouveau, il y a eu, nous on a continué à suivre, et de nouveau, il y a eu des périodes difficiles. Le patient faisait vraiment beaucoup d'efforts, mais ça restait toujours très fragile. Donc, on a continué et fin 2025 à peu près, oui, fin de l'année dernière, c'était de nouveau très compliqué. Donc, on a réintroduit la diététicienne pour reprendre un petit peu et refaire le point avec lui par rapport. Après, leur vie évolue aussi, donc quelquefois, il y a des changements dans leur vie qui fait aussi que ça va changer la donne et il va falloir reprendre certaines choses. Et donc, on est là pour reprendre s'il y a nécessité et on continue avec lui toujours au jour d'aujourd'hui. Voilà. Deuxième cas clinique. Le deuxième cas clinique. Alors ça, c'est un jeune homme de 33 ans qui était envoyé par son médecin traitant au CELVA pour une élastométrie du foie suite à une perturbation du bilan lipidique, un bilan hépatique également perturbé et une ferritine élevée ainsi qu'un score OMA très très élevé. À l'échographie, il y avait déjà une hépatomégalie stéatosique. Donc, le médecin traitant lui a donc prescrit cette élastométrie et elle a confirmé, bien sûr, une stéatose importante sans signe de fibrose. La slide suivante. Donc, après discussion, donc nous, au moment du fibroscan, avec discussion avec le patient sur il avait une très mauvaise habitude alimentaire, on lui a proposé de faire un suivi ETP diététique avec notre diététicienne pour vraiment avoir des conseils et puis un rééquilibrage alimentaire. Donc, ce qui est très important pour nous en tant qu'IDE, c'est qu'en fait, on peut introduire un patient en ETP sans avoir une prescription médicale. Bien sûr, toujours en informant le médecin traitant par la suite. Mais nous, on peut mettre, quand on voit un souci, quand on voit une problématique, on peut mettre quelqu'un dans un programme d'ETP nous-mêmes. Et donc, après, le rôle de l'infirmière est toujours, bien sûr, très important dans le parcours de soins du patient, parce qu'en fait, c'est là où on peut vraiment diriger les patients vers des professionnels médicaux ou paramédicaux. Voilà. Merci. C'est une slide suivante. Du coup, c'est Camille, je crois, qui intervient. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Camille Leclerc, je suis la diététicienne du CELVA et je vais vous présenter aujourd'hui le module que je réalise dans mes consultations au CELVA. Je vais passer à la slide suivante. Pendant mes consultations, je parle du module d'hépatopathie dysmétabolique. Et donc, il se compose de 5 grandes thématiques. Et donc, le but, c'est de prendre en charge le patient dans sa globalité, d'essayer d'apprendre à mieux le connaître pour pouvoir ensuite adapter la prise en charge. Et donc, je vais vous détailler chaque petite thématique un peu plus en détail. On commence avec l'environnement du patient, comment est-ce qu'il vit au quotidien.
Ça, c'est très important, surtout pour les patients qu'on rencontre au SELVA. C'est souvent des patients qui ont une situation assez précaire, parfois qui vivent dans la rue, qui doivent appeler 115 le soir pour être logés. Ils n'ont pas toujours un hébergement, ou alors ils vivent à l'hôtel. Il n'y a pas forcément toujours le moyen d'avoir une cuisine. Donc ça, c'est vraiment important pour pouvoir ensuite adapter la prise en charge par la suite. Je leur demande aussi s'ils ont une activité professionnelle, s'ils ont des loisirs ou des centres d'intérêt. Et je m'intéresse aussi à l'activité physique qui est très importante et aussi à l'activité sportive. Et ça, je ne vais pas le détailler tout de suite parce que le Dr Royan va l'aborder tout à l'heure. Ensuite, pour les données anthropométriques, j'aborde le poids, la taille, l'IMC aussi. Et on va vraiment parler de l'histoire pondérale avec les patients. On va voir ensemble quel était son poids habituel, son poids de forme. Et est-ce que récemment, est-ce qu'il y a eu une évolution pondérale, soit une prise de poids, soit une perte de poids. Et aussi, on va essayer d'identifier les facteurs qui ont pu entraîner cette fluctuation au niveau du poids. Et on va également voir ensemble s'ils ont un surpoids ou une stéatose. Ensuite, on va aussi s'intéresser aux connaissances et aux représentations du patient sur la maladie. Ça, c'est très important et c'est aussi déjà vu par l'infirmière en amont, sûrement aussi par le médecin, mais on l'aborde quand même parce que ça permet de mieux comprendre le patient. Et souvent, les patients viennent aussi avec des préjugés sur la maladie. Ils disent qui me disait que je ne consomme pas d'alcool, je ne suis pas d'alcoolique, pourquoi est-ce que j'ai une maladie du foie. Donc là, c'est aussi l'occasion de bien reprendre, même si ça a été déjà fait en amont, mais de reprendre si ça n'est pas assez clair les autres raisons, que ça peut être donc, de l'alimentation, une alimentation déséquilibrée ou un manque d'activité physique, par exemple. Ensuite, donc, on voit ici s'ils savent depuis quand est-ce qu'ils ont une maladie chronique, des maladies hépatiques chroniques, quand c'est que ça a été découvert et comment est-ce qu'ils pensent l'avoir contracté. On voit aussi s'ils ont déjà fait des examens du foie et savoir à quel stade de fibrose est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils ont bien compris s'ils sont à F0 ou à F4, s'ils ont bien compris que ça peut aussi être réversible. Enfin, tout ça, on le revoit bien ensemble. Et ensuite, on aborde aussi s'ils savent que l'alimentation et l'activité physique peuvent avoir un impact sur leur foie. Et ensuite, il y a une question pour moi qui est assez centrale, c'est que pensez-vous pouvoir changer dans votre mode de vie? Ça, c'est vraiment pour moi une question à un tremplin, parce que ça permet d'amener une réflexion auprès du patient, et que par lui-même, il apporte des solutions qui disent soit voilà, il faudrait que je mange moins de sucre, moins de soda, que j'ai une alimentation moins grasse, ou peut-être qu'il va me dire qu'il a pas assez d'activité physique. Enfin, du coup, c'est en ça que c'est une question tremplin, c'est parce que le patient va pouvoir amener des solutions par lui-même, et c'est exactement ça qu'on recherche. Ensuite, pour le bilan biologique, on va voir s'il est diabétique ou s'il a une hypercholestérolémie ou une hypertriglycéridémie. On va aussi voir s'il y a des antécédents familiales, de diabète, de surpoids ou d'obésité. Et on va se demander aussi s'il sait que l'alimentation peut avoir un impact sur le bilan biologique. Ouais. Ensuite, concernant les habitudes alimentaires, là, on va vraiment creuser ensemble sur différents aspects, notamment l'organisation des repas, l'environnement des repas et la composition des repas. Donc, tout d'abord, concernant l'organisation des repas, on voit ensemble s'ils ont un logement équipé d'une cuisine ou pas. Donc, comme dit, s'ils sont à l'hôtel ou si c'est une situation précaire et qu'ils ne disposent pas de cuisine, on orientera la consultation différemment. On regarde aussi s'ils ont des colis alimentaires pour les patients dans des situations précaires, mais qui ont une cuisine. Ils peuvent quand même disposer de colis et donc pouvoir avoir une base pour cuisiner. Je vois aussi avec eux qui s'occupent des repas et je leur demande de me décrire leur alimentation. Et ça, c'est aussi assez intéressant parce que
vont se rendre compte que d'office, ils nous disent ben voilà, je mange pas bien, je mange trop sucré, je me rends compte que je mets trop d'huile quand je cuisine, trop de crème, ou des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant de poser cette question. Je leur demande s'ils mangent plutôt fait maison ou plutôt industriel, parce que ça va permettre de voir aussi s'il y a la présence d'aliments ultra transformés dans leur alimentation. Et je leur demande s'ils grignotent entre les repas. Ensuite, pour l'environnement des repas, j'essaye de voir s'ils mangent plutôt seuls, s'ils mangent accompagnés, s'ils mangent devant la télé, combien de temps est-ce qu'ils accordent au repas, est-ce qu'il y a plutôt une tachyphagie ou une hyperphagie, est-ce qu'ils marchent suffisamment, tout ça c'est aussi important pour après adapter au mieux. Et ensuite, on va aussi bien creuser sur la composition des repas. Donc, je leur demande généralement de décrire une journée alimentaire type, leur demander combien de repas ils prennent par jour, est-ce que vous prenez un petit déjeuner, si oui, pouvez-vous me le décrire, est-ce que vous prenez un repas de midi, si oui, est-ce que vous pouvez me le décrire, etc. Un repas du soir également. Et comme ça me permet de voir à quoi ressemble une journée alimentaire type pour eux. Ensuite, je cible aussi sur les matières grasses, donc je leur demande quelles matières grasses ils utilisent pour cuisiner. Et je leur demande s'ils savent utiliser des huiles qui sont bonnes pour la santé et d'autres qui sont plutôt à éviter. Parce que donc on sait que toutes les huiles apportent le même nombre de calories, hein, c'est tous 100% de lipides, mais elles vont être différentes par rapport à leur acide gras. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc on va plutôt tendre vers des huiles d'olive plutôt qui ont un meilleur profil en termes d'acide gras que de l'huile de tournesol par exemple ou l'huile de palme, qui est très souvent utilisée aussi dans la culture africaine notamment. Et j'aborde aussi la question des boissons. Je leur demande s'ils prennent des sodas, s'ils prennent des jus de fruits, s'ils prennent de l'alcool, de l'eau, est-ce qu'ils rajoutent du sucre dans les boissons, dans le thé ou dans le café, combien est-ce qu'ils rajoutent de sucre si c'est le cas. Voilà. Et puis après, je leur demande qu'est-ce qu'ils pensent pouvoir changer en priorité avec tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'ils peuvent pouvoir changer en priorité. Je leur demande de fixer plutôt 1 à 2 objectifs pour la consultation d'après. L'idée, c'est pas de tout changer dès la première consultation. On a le temps, on fait plusieurs consultations, c'est un suivi sur le long terme, à leur rythme. Il ne faut pas essayer de tout changer tout de suite, parce que nous, on veut des changements qui soient durables et pas des changements juste pour faire plaisir pour la prochaine consultation. Et après, je leur demande si ces changements leur semblent réalisables au quotidien ou pas. Ouais. Ensuite, on reprend donc le cas clinique 2 que vous a présenté tout à l'heure l'infirmière, avec donc Monsieur L qui a 33 ans. Je vous ai mis un petit code couleur avec le vert qui est plutôt bien et le orange qui est plutôt amélioré. Donc pour son contexte social, il dit avec sa compagne, qui était d'ailleurs présente à la consultation, il est boucher intérimaire et il travaille plutôt le matin de 7h à 13h, mais ça lui arrive aussi de travailler plutôt l'après-midi. Pour les données anthropométriques, il fait 1m80, son poids habituel c'est 103 kg, et puis là récemment, depuis qu'il est avec sa compagne, il a pris 7 kg, et donc maintenant il est à 110 kg. Parce qu'il expliquait que vu que c'est une relation qui est assez récente, qu'ils voulaient faire beaucoup de restaurants ensemble, que madame lui cuisinait des plats assez gourmands, en ménageant pas mal de crème, ils allaient au resto, fast-food, enfin, ils se faisaient plaisir ensemble. Et donc, il a pris 7 kilos depuis qu'il est avec sa nouvelle compagne, et le poids actuel est donc 210 kilos, ce qui fait un IMC de 33,9, donc une situation d'obésité. Pour le bilan biologique, la glycémie et l'hémoglobine glycée étaient dans les normes, mais donc l'indisoma était un petit peu élevé, ce qui vient de l'indisoma, c'est donc la résistance à l'insuline. Pour le bilan lipide, les triglycérides étaient élevés, ainsi que les transaminases et les gamma-GT. Pour le fibroscan, ils nous montraient une stéatose, mais pas de fibrose. Et ensuite, pour les connaissances et les représentations du patient,
Sa mère est infirmière et donc ils ont pu bien en discuter ensemble, donc il a de bonnes connaissances et il verbalise lui-même avoir un foie gras et il est vraiment en demande d'améliorer ses habitudes alimentaires et de trouver des solutions pour ne plus avoir de foie gras. Ensuite, concernant ses habitudes alimentaires, il n'a pas pour habitude de prendre le petit déjeuner avant de partir au boulot, parce qu'il a 1 heure de route, donc il part de chez lui à 6 heures du matin, il n'a pas faim à ce moment-là, mais par contre, vu qu'il est donc couché, à la pause de 10 heures avec ses collègues, il grignote du poulet grillé ou des saucisses avec ses collègues. Et comme je vous ai dit, donc, à la maison, il y a des repas qui sont assez riches, avec pas mal de crème, pas beaucoup de légumes. Et également, il consomme des sodas et des gâteaux, des bonbons en quantité, surtout ces derniers temps. Il m'a même dit que s'il a un petit paquet de chocobons, bah, il va le manger en entier, il ne peut pas s'arrêter. Et donc, sinon, il ne consomme pas d'alcool et au quotidien, il boit plutôt de l'eau. Ouais. Ensuite, pour son activité physique, il est plutôt actif. Il fait minimum 10 000 pas par jour, ce qui est très bien. Il n'a pas d'activité sportive, mais son activité physique est totalement satisfaisante. Et donc, on a vu ensemble quels étaient pour lui les objectifs, quels étaient pour lui les éléments à cibler pour améliorer ses habitudes alimentaires. Et donc, lui, il m'a dit qu'il voulait arrêter de boire des sodas, arrêter de manger des bonbons et des gâteaux. Donc, il voulait diminuer le sucre. Il m'a aussi dit qu'il aimerait cuisiner moins gras, mettre moins de crème dans ses repas, moins de friture, diminuer aussi les sorties au restaurant ou au fast-food et avoir une meilleure organisation de ses repas. Et donc là, je lui ai demandé ce qu'il pensait pouvoir changer en priorité dans son alimentation. Et donc, il m'a dit arrêter les sodas et boire uniquement de l'eau et essayer d'intégrer davantage de légumes et cuisiner un petit peu avec moins de crème et cuisiner un peu moins riche. Et donc, on a convenu d'améliorer ces éléments-là pour notre prochaine consultation qui sera donc d'ici 1 mois. Je reprends la parole, donc c'est Docteur Royan sur l'activité physique que vous avez vu comme faisant partie intégrante de la prise en soin. Quand on parle d'hygiène de vie, évidemment, vous le savez, vous qui faites de l'ETP, on parle également d'activité physique. Concernant activité physique et foie gras, il n'y a pas de données qui soient exactes. Donc, ce que vous allez trouver dans mon diapo, c'est en fait un recueil des recommandations de méta-analyses qui ont été réalisées pour essayer de déterminer au mieux ce qui avait un impact notoire. En fait, on parle d'un petit P significatif sur l'amélioration de la fibrose et de la stéatopathie, donc du foie gras, en termes d'activité physique. Alors, ce qui est conseillé, c'est vraiment une activité mixte, sans grande surprise, qui cumule une activité qu'on appelle aérobie et de renforcement musculaire. Alors ça a été ce qui m'a étonnée quand j'ai vu effectivement. Pourquoi? Parce que le renforcement musculaire permet vraiment d'aller travailler les muscles profonds et d'utiliser les graisses qui sont enfouies. Et le gras, en fait, au niveau du foie étant très profond, on parle de graisse organique au niveau des organes, qui entourent les organes et qui est à l'intérieur des organes, il faut vraiment combiner les 2 activités pour aller puiser dedans. Minimum 2 fois par semaine et pour commencer à avoir des résultats, il faut que ça dure 6 mois à peu près et que ça soit d'intensité modérée à vigoureuse. Donc il faut quand même utiliser 55 en fait du volume d'oxygène maximal de la personne et il faut que ça soit quand même hebdomadaire et que ça soit régulier. Donc 2 fois par semaine, le plus longtemps possible sur les 6 mois qui viennent. Donc vous voyez, toutes les études, je vous les ai récapitulées là, mais je vais essayer de faire court, sont à peu près d'accord là-dessus. Donc je vous ai collecté en fait les données sur lesquelles ils sont d'accord, qu'il faut vraiment cette combinaison permanente. Alors, pour vous donner un exemple de ce qu'on peut dire à un patient, comment ça peut se traduire dans un dialogue que vous allez avoir avec lui, c'est chez un patient qui ne fait aucune activité physique, faire de la marche 2 fois par semaine sur une demi-heure avec du renforcement musculaire en étant un peu essoufflé.
c'est-à-dire ce n'est pas de la balade. Et ça, c'est important si on veut puiser dans les graisses qui sont à l'intérieur du foie, contrairement à juste de l'activité physique, on va dire de maintien, il faut vraiment qu'on soit sur cette petite dyspnée, ce petit essoufflement qui montre qu'on fait vraiment un effort physique. Donc, vous avez à côté sur la droite, en fait, les résultats qui sont probants pour dire que l'activité physique a un impact sur la fibrose et sur la stéatose. Donc, vous voyez que ça fait régresser des lésions de fibrose chez la plupart des patients. Ça fait résoudre totalement la maladie hépatique associée au gras, ce qu'on appelle la MASH ou anciennement la NASH. Vous voyez qu'il y a vraiment une régression des lésions et que ça régresse quand ça s'accompagne d'une perte de poids, qui est une régression quasiment totale de la fibrose, c'est-à-dire qu'on passe d'un stade F4 à un stade quasiment F1, F0, lorsqu'il y a une perte de 10% du poids du corps. Et ça commence à s'améliorer à partir de 5% du poids du corps. Donc ça, c'est important pour des patients qui sont en situation d'obésité, de bien voir qu'on peut soit stabiliser les lésions, c'est-à-dire la fibrose ne progresse pas, ce qui est déjà en soi une victoire. Donc, on peut dire aux patients, on n'améliorera pas forcément, mais au moins on évitera que ça progresse vers un cancer ou vers un stade de cirrhose. Ou alors, carrément, vous voyez, si vous perdez 10% du poids du corps, qui a une bonne activité physique, on peut enlever la fibrose du foie. Donc ça, c'est vraiment important et résoudre le foie gras, résoudre la problématique du foie gras complètement. Donc ça, dans les dialogues qu'on peut avoir avec les patients, c'est extrêmement intéressant parce que je trouve qu'il y a peu de pathologies où on peut justement se féliciter en tant que patient d'avoir un vrai impact comme ça sur la santé d'un organe. Donc c'est pour ça que ça peut être un levier qui peut être intéressant. Diapo suivante. Alors du coup, ça va nous permettre de conclure, alors avec quelques mots. Donc c'est vrai que la fibrose, c'est une lésion hépatique. Si vous avez compris ça en sortant de ce webinaire, c'est intéressant déjà. C'est une lésion hépatique qui est vraiment une maladie chronique et qui est favorisée par toutes les agressions que peuvent subir le foie. Alors vous avez vu, elles sont multiples et variées. Et parmi ces agressions, graisse, sucre en font partie. Cette fibrose est le lit du carcinome hépatocellulaire et elle peut donc être plurifactorielle. Vous avez des gens chez qui ils vont cumuler une maladie virale, comme vous l'avez vu, en porte d'entrée parce qu'ils ont un virus, hépatite B, hépatite C, et ils vont aggraver ça, en fait, par l'existence d'une maladie du foie gras. Ce qui montre que c'est bien une discipline, le foie, où il faut être transdisciplinaire, c'est-à-dire travailler ensemble sur ces thématiques. Finalement, quelque part, une fois qu'on a compris que cette maladie est chronique et réversible, ça vous explique pourquoi on a créé en fait des modules, d'ETP autour de cette maladie qui intègrent justement la diététique, l'activité physique et nos infirmières. Et vous voyez aussi pourquoi on a intégré un module particulier sur la stéatose, puisque c'est fréquent, très fréquent dans nos modes de vie actuels, et c'est très méconnu encore. Les patients, ils ne vont pas savoir que la stéatose peut donner des lésions du foie aussi importantes. Pourquoi aussi c'est important? Parce que cette stéatose, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais quelqu'un qui boit de l'alcool peut boire et l'alcool aggrave sa maladie du foie, mais peut aussi être à l'origine, l'alcool peut être à l'origine de stéatose, puisque dans l'alcool, comme vous le savez, il y a du sucre. Donc forcément, quelqu'un qui boit va pouvoir avoir une hépatite alcoolique et une hépatite liée au gras. Donc ces lésions vont se cumuler entre elles, ce sont des facteurs dits aggravants. Donc finalement, quand on prévient la MASLD, c'est-à-dire la stéatose, et la MASH, alors je n'ai pas défini les termes, mais MASLD, donc c'est Metabolic Associated Steatohepatite Liver Disease, et la MASH, c'est Metabolic Associated Steatohepatitis, c'est la lésion inflammatoire que je vous décrivais tout à l'heure. Donc prévenir ces deux maladies, c'est vraiment des facteurs protecteurs. Pourquoi on protège? On protège parce qu'on diminue le risque de CHC, s'il y a une autre hépatite qui existe, mais on diminue les maladies cardiovasculaires et on diminue donc le facteur aggravant et la cause même intrinsèque de certains CHC, puisque gras seul peut amener à un CHC. Donc finalement, le TP va vraiment avoir sa place centrale pour accompagner le patient dans la compréhension de sa maladie, dans la compréhension de ce qu'est le foie, en fait, et dans son autonomie. Parce que finalement, le foie, c'est une porte d'entrée pour aborder les autres organes, pour aborder les autres maladies, notamment les maladies endocriniennes. Donc finalement, aborder le foie, c'est parler du reste, c'est parler du cœur notamment. Les patients sont parfois un peu fatigués d'entendre nos vieux slogans manger, bouger pour votre cœur. Par contre, manger, bouger pour votre foie, ça, il l'a peut-être moins entendu. Donc du coup, ça peut aussi être un levier intéressant pour parler de la santé globale. Et on a des solutions surtout. Ça veut dire que le patient est vraiment convoqué
en tant qu'acteur de son propre soin. Là, vous reconnaissez vraiment l'adage de l'ETP, hein, c'est-à-dire qu'il peut vraiment agir de manière conventionnelle hein, en tant qu'acteur, c'est-à-dire vraiment modifier son mode de vie pour avoir un impact, une prise sur l'évolution de sa maladie, soit en la stabilisant, soit en la réversant totalement. Donc finalement, on peut intégrer cette ETP du foie dans une ETP maladie cardiovasculaire, première méthode, ou alors on peut en faire un programme totalement indépendant et autonome comme on l'a fait au service expert de lutte contre les hépatites virales. Vous voyez que dans nos politiques de santé, hein, le PRAPS, qui est le plan régional de santé hein, de 2023-2028, l'inclut justement ce dépistage des maladies du foie comme vraiment un vecteur essentiel pour prendre en charge la santé globale du patient. Donc, une extension du dépistage à l'ensemble des maladies chroniques du foie qui peuvent avoir des origines vraiment variées, dont, vous avez vu, virales, alcooliques et métaboliques. Et de la fibrose hépatique pour les populations, donc les populations vulnérables qu'on a évoquées aujourd'hui, qui sont plus sujettes à ces problématiques de santé, parce que forcément, ils cumulent plusieurs cofacteurs qui viennent aggraver leur maladie hépatique. Je vous remercie pour votre attention et puis on est ouvert aux questions. Voilà, et donc vous avez nos coordonnées si vous voulez nous contacter ou nous suivre. Et effectivement, on avait dit 1 heure pile poil d'intervention et place du coup aux questions, Catherine. Alors, il y a Voilà. une question dans le chat. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense que je vais passer juste la parole à Michel pour qu'elle puisse vous poser la question qui était dans le chat. Puis après, on laissera les participants poser les questions qu'ils ont, si jamais. Alors, Allez-y. donc À partir de quelle flèche hépatique on commence à s'inquiéter? Quel stade hépatique, je pense, ça veut dire. Quelle flèche, Quelle flèche? Non, la taille. Ah, la taille. Je réponds directement à partir du chat Ouais. ou c'est vous qui donnez la parole aux intervenants? Je pense que tu peux répondre. Question plus pour Maud, effectivement, pour Dr. Alors, Royan. la flèche hépatique, c'est pas vraiment la flèche hépatique qui témoigne de la gravité d'une pathologie. L'hépatomégalie est une lésion parmi d'autres qui montre qu'il y a un foie dysmorphique. C'est-à-dire que le foie, j'imagine que c'est un médecin qui a posé la question, mais c'est effectivement, ça montre que le foie a une inflammation et potentiellement plus gros que la moyenne. Donc, il n'y a pas, c'est pas enfin, quand vous dites s'il y a une flèche particulière qui permet de s'inquiéter, non, il n'y a pas de limite en fait. C'est à partir du moment où votre foie est dysmorphique, il se passe quelque chose. Maintenant, c'est le degré. Si votre question est vraiment le degré, le stade de fibrose, la flèche hépatique n'indiquera pas le stade de fibrose. En fait, c'est bien ça le problème. Là où vous aurez quelque chose sur le stade de fibrose, c'est s'il y a une hypertension portale. Là, vous saurez que là, il y a déjà une cirrhose qui débute, s'il y a une hépatomégalie, quelle que soit la flèche, et s'il y a une hypertension portale. Il y a des gens qui n'ont pas d'hépatomégalie manifeste très importante, mais qui vont avoir déjà un début d'hypertension portale qui va être manifesté sur le Doppler. Et à partir de ce moment-là, il y a déjà un signe de gravité. Donc c'est vraiment un cumul en fait de choses, et le bilan biologique, et votre flèche hépatique, et l'hypertension portale, et vous pouvez également avoir des CHC sans avoir d'augmentation du volume du foie. Donc, c'est des toutes petites lésions, hein, les CHC débutants. Donc, c'est vraiment la somme de tout ça qui va vous dire si votre patient est grave ou pas grave. Ce n'est pas vraiment la flèche hépatique. Je ne sais pas si ça répond, mais voilà. Merci beaucoup pour ce retour. Visiblement, ça répond. Du coup, il y a une autre question. Quelle est la durée moyenne de participation au programme par patient du BEP avec les séances jusqu'à l'évaluation? Et est-ce qu'il y a des différences notables selon les pathologies, du coup? Oui. Ça sera plutôt pour les infirmières. Alors, la durée, on ne peut pas dire. Ça va vraiment dépendre du patient, de ses connaissances de base. Il y a des patients qui arrivent qui ne savent vraiment, mais rien, qui ne savent même pas. Je parle par exemple pour les hépatites qui vont arriver, les hépatites virales, oui, et qui ne vont strictement rien savoir, dont je n'ai même jamais entendu parler. Donc là, il va falloir qu'on reprenne vraiment tout de A à Z. Donc ça va prendre pas mal de temps. Après, on a des patients qui connaissent déjà des choses. Donc du coup, nous, on fait un point toujours avec eux au premier rendez-vous pour savoir justement ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Comme ça nous permet du coup d'adapter ce sur quoi on va pouvoir discuter. Et donc, s'il y en a qui ont déjà pas mal de connaissances, automatiquement, ça va aller beaucoup plus vite. Et puis après, en fonction de la personnalité des patients aussi, en fonction de leur état, ça va être vraiment très, très, très variable. Et on peut en
3-4 séances, avoir fini avec un patient. Et puis, il y a des patients qu'on va suivre, notamment comme le cas clinique qu'on vous a présenté. Ça arrive des fois pendant 2 ans, on va les avoir. Ou on va les avoir à un moment donné, on va faire une pause parce qu'on estime que les choses sont acquises. Et puis finalement, il va se passer quelque chose dans leur vie qui va faire qu'ils vont avoir de nouveaux besoins. Donc, ils vont reprendre rendez-vous. On va reprendre un suivi. C'est très, très, très fluctuant. On peut être de 3-4 séances à 10-11 séances en C'est ça. fonction effectivement du patient. On s'adapte vraiment au patient et à ce qu'il a besoin et à son rythme aussi. On ne veut pas imposer des rendez-vous non plus. C'est pas toutes les semaines, hein, les rendez-vous, c'est assez espacé. Et donc, du coup, automatiquement, ça met un certain temps. On est impacté par les délais, en fait, nos délais à nous, en fait, de consultation. C'est-à-dire que généralement, une séance ETP va avoir lieu tous les 2 à 3 mois. Ouais. Et encore, je suis gentille, parfois c'est 3 à 4, vu nos délais à nous. Ce qui fait qu'on peut vite parler en termes d'années. Ça veut dire qu'un patient va être suivi 2 ans. Mais il aura eu peut-être 6 séances parce que nous, on ne peut pas le voir. On essaye en fait de faire en sorte qu'il soit vu par le médecin. Et comme les médecins, nous, on a des délais de 6 mois, on intercale une séance de TP et ensuite on revoit le médecin. On essaye qu'il soit suivi par l'un ou l'autre, grosso modo 4 fois par an. Alors que ça fait suite. Il y a une question du coup qui va aussi pour expliquer ce sens-là. Il y a quelqu'un qui du coup pose la question, c'est vous avez parlé effectivement de parcours avec des séances individuelles, ça veut dire que vous ne proposez pas, il me semble que vous l'avez précisé aussi, de collectif au vu de la spécificité de vos patients en fait. Ouais. Et puis aussi parce que, alors la spécificité, c'est vrai qu'il y a des questions, on aborde quand même des thèmes qui vont rentrer dans l'intimité aussi du patient. La sexualité, et on va aborder des choses où pour certaines personnes, ça va être difficile et compliqué. Donc en groupe, ça veut dire qu'ils ne parleront pas. Et on a aussi le souci, énormément, nous, avec les patients qu'on a ici, c'est le souci de traducteur. En fait, on a des patients qui parlent plein de langues différentes. Donc, on est obligé de faire en individuel pour avoir le traducteur et pouvoir faire nos séances. Alors, moi, j'aurais une petite question. Alors, du coup, il y a une remarque, et donc en moyenne, c'est environ 4-5 séances par patient, évaluation comprise. Alors, j'ai envie de dire, moi, de ce que j'ai compris, c'est que vous disiez, mais comme dans tout programme, en fait, c'est une adaptation aux besoins du patient et à sa temporalité, en fait. Il y a les deux. Il y a les besoins réels, son niveau d'assimilation aussi des connaissances et de fait, derrière aussi, la disponibilité que vous en avez du coup. Hein. La capacité de compréhension. Et les gens avec un VHC, on les suit souvent le temps du traitement, le temps de savoir s'ils sont guéris et souvent après ils ne reviennent plus. Et encore, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il peut y avoir une aggravation par une maladie du foie gras. S'il y a une maladie du foie gras qui est venue se présenter alors que l'hépatite C est guérie, le côté viral est guéri et que ça vient comme facteur aggravant, comme je vous disais, on va le remettre en ETP. Donc c'est vraiment très... c'est variable. Voilà. Est-ce que vous pensez, alors c'est une question, hein, que ça serait pertinent de dire que tout programme prenant en charge, programme ETP, maladies cardiovasculaires, problèmes endocrinos, diabète et autres, devrait avoir à minima un atelier de sensibilisation au rôle du foie? Oui, c'est un peu ce que je vous disais en conclusion. Soit on peut l'intégrer dans des modules cardiovasculaires chroniques, on va dire habituels, comme on connaît déjà bien, soit on peut en faire un programme spécifique. Pour moi, c'est les deux volets vraiment qui peuvent être explorés pour ça, mais je pense que parler cardiovasculaire sans parler du foie n'est pas complet, est incomplet. C'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est incomplet. Il y a une incomplétude de l'information sur comment votre obésité, comment votre diabète et comment votre dyslipidémie peut impacter sur d'autres organes que le cœur. Puisque vous disiez, il y a peut-être une clé de compréhension qui est manquante. C'est ça. En tout cas pour le patient. C'est incomplet. Voilà, c'est pour ça que j'utilise le mot incomplet. Parce que oui. Voilà. Ouais. En tout cas, déjà, merci pour ce retour-là. Du coup, je m'adresse aussi à Camille, plus du coup au côté diététique, parce que du coup, on est en France, c'est quand même le nerf de la guerre à un moment donné. S'il y avait un régime idéal pour protéger notre foie, outre l'APA qu'on a vu et autres, vous diriez quoi? Je parle justement pendant les consultations, j'aborde beaucoup l'alimentation méditerranéenne, avec le fait du coup de manger bien beaucoup de légumes, des fibres, très important les fibres, tendre aussi vers des protéines végétales, pas que des protéines animales,
vont plutôt se privilégier la viande blanche ou la viande rouge. Donc ouais, vraiment le modèle d'alimentation méditerranéenne, c'est celui sur lequel je me base. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, dans les membres présents, les Je me participants? permets Oui, juste, Maud. effectivement, un mode d'alimentation méditerranéenne. Je pense que c'était quelque chose qui était très vrai il y a quelques années, parce que c'est ce qu'ils faisaient dans les régions méditerranéennes. Actuellement, ces mêmes régions méditerranéennes qui étaient exemplaires sur le régime sont des régions où il y a beaucoup de sucre aussi qui circule, beaucoup de soda qui circule. Là, on parle notamment des régions, voilà, qui sont, voilà. Je pense que c'est un mot qui est intéressant sur ce qu'il voulait dire dans nos abacs il y a quelques années, mais qu'aujourd'hui, il faut vraiment privilégier de parler, comme tu le disais à juste titre, hein, Camille, les fibres. Les fibres. En fait, c'est la réintroduction des fibres. Ça, c'est très important comme vecteur d'un. Elles font le ménage dans le corps, en fait, hein, tout simplement. De l'eau, le retour de l'eau. Vraiment, c'est très important. Fibres, eau. Et effectivement, comme on l'a dit, activité physique. Enfin, et les huiles. Ça, t'en as beaucoup parlé. Il y a un déséquilibre notoire de l'apport de graisses saturées et insaturées dans nos alimentations. Donc, ces huiles qui ont disparu au profit de l'huile de tournesol, de l'huile d'arachide et qu'on a un peu omis de l'alimentation, colza, lin, etc., les remettre au goût du jour dans tout ce qui est aliment cru, c'est important. Et les fibres dans tous leurs états. Hein. J'ai des patients qui me disent « Ah, mais docteur, moi, à part les boîtes de conserve, je peux pas. » Ben, c'est pas grave. En boîte de conserve, vous prenez des haricots, quoi. Enfin, vous prenez pas Ça des reste des haricots légumes verts. verts. Vous prenez pas voilà, le cassoulet avec le lard et la saucisse, quoi. C'est pas grave. Vous preniez des haricots verts, vous preniez des tomates pelées, vous preniez voilà. Donc il y a vraiment tout ça, toute cette éducation à la fibre. Voilà. On a bien compris. Je pense que c'est important, effectivement, et de dire que quel que soit, parce que c'est pas forcément des légumes frais, en fait. C'est ça, en fait. Après, avec les boîtes de conserve, faire attention au niveau de sel et autres, voilà. Mais en tout cas, Même sous forme surgelée, quoi qu'il soit congelé ou pas. Congelé ou pas. Mais ça qu'un burger. Voilà. On est d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, dans les personnes présentes? Alors, je compléterai juste, s'il n'y a pas de questions sur le site, juste sur une population, on a parlé des personnes précaires parce qu'on en a beaucoup, mais des personnes qui sont particulièrement à risque sont les étudiants. J'insiste là-dessus parce qu'on passe d'un régime qui était excellent chez papa-maman à un régime estudiantin, avec parfois de l'alcool, des aliments qui vont être des repas qui vont être déséquilibrés. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se modifie avec cette période de vie, comme toute transition d'une période de vie. Hein, on pourrait parler des femmes enceintes également. Il y a une transition qui s'opère. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là pour ceux qui seraient là et qui s'intéresseraient à la santé étudiante sur comment cuisiner pas cher. Et c'est la même chose, on s'inquiète de la même chose pour les personnes précaires, pas cher, à partir du micro-ondes, à partir d'une seule plaque électrique, enfin voilà, des petites choses sur même des sandwichs qui sont équilibrés, mais des sandwichs faciles, rapides. En fait, le fast-food bon pour la santé. Voilà, il y a quelque chose à faire là-dedans et économique. J'insiste sur les moyens parce que vraiment, c'est des populations qui sont aussi, voilà, qui peuvent être précarisées. Très bien. Bah, écoutez, alors, on a des remerciements du coup, entre autres, et du coup, de fait que c'est potentiellement peu abordé effectivement sur certaines structures qui prennent en charge des patients. Il y a une question sur combien de nouveaux patients par an vous accueillez en ETP? C'est ce qu'on discutait, 50 à 60 par an. D'accord. Il y avait une question, oui. C'est ça. Et sachant qu'on a des consultations de TP que tous les lundis, en fait, toute la journée le lundi, seulement. D'accord. Dans Ok. une cinquantaine de nouveaux patients, à peu près. Ouais. Avec 2 infirmières impliquées. Sachant qu'on en suit actuellement, oui, on est un petit peu plus d'une centaine de patients. D'accord. Très bien. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un petit peu ce qu'on abordera pour le deuxième webinaire qui a lieu le 28 mai pour En donner teaser, un petit teaser, ouais. Alors, en teaser, je pense qu'on va aborder plus en détail le programme FibroMAF, puisqu'il va utiliser toutes les notions que l'on vient d'aborder aujourd'hui, c'est-à-dire comment, vraiment, là, après l'ETP, comment est-ce que l'ETP peut être incluse dans le parcours de soins de patients qui sont dépistés par la médecine de ville, par des médecins, quand je dis de ville, hein, ça peut être au sens soins primaires, dépistés en soins primaires, comment aborder le parcours de soins de ces patients qui s'est dépisté d'une fibrose. Voilà. Merci. Mais il fallait déjà qu'on ait les bases sur qu'est-ce qu'une fibrose, qu'est-ce que la maladie du foie gras, etc. Donc on reparlera un peu plus du FIP4 en détail, du déploiement du programme et tout ça, les lieux d'orientation. Déjà des choses que vous pouvez retrouver sur fibromaf.fr où vous avez les éléments du programme, mais on pourra le verbaliser, discuter, répondre à vos questions aussi sur ces éléments-là.
aussi pour améliorer votre compréhension et reparler aussi des éléments qu'on a parlé sur ce webinaire pour compléter, parce qu'on sera 3 mois après. Donc, je pense qu'il y a des choses, des questions peut-être qui peuvent ressurgir. Tout à fait. En tout cas, merci pour cette présentation. Du coup, on va mettre le replay, comme on a dit, sur la chaîne YouTube. Pour l'invitation pour le second webinaire, on prendra tous ceux qui se sont inscrits. Et puis, on se retrouvera le 28 mai pour aller un petit peu plus loin, puisqu'effectivement, aujourd'hui, c'était vraiment de poser le cadre, du coup, et puis ensuite d'aller vraiment plus loin sur l'éducation thérapeutique et qu'est-ce qu'on peut proposer aussi à nos patients. Très bien. Eh bien, écoutez, il nous reste à vous remercier. Merci à l'équipe du CELVA pour ces présentations claires. Merci aux participants pour votre écoute et puis les questions plus que pertinentes qu'on a eues dans le chat. Et on a hâte d'aller plus loin avec vous. Eh ben, merci Très aux bonne fin de organisatrices. journée. Merci. Au revoir. Au revoir.